le monde. Vous êtes nombreux également à nous regarder à travers notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel Opinion Libre. Continuez toujours à nous contacter, continuez toujours à nous faire de vos suggestions et de vos propositions. Nous sommes là justement pour vous servir. Vous savez déjà dans cette émission, en tout cas nous avons l'habitude de recevoir des technocrates, de recevoir des experts, mais également toute autre personne. Vous qui détenez un savoir-faire dans tel ou autre domaine, c'est ici votre espace. Vous le savez, à chaque numéro de l'émission, nous avons également un nouveau invité, mais également une nouvelle thématique. Et aujourd'hui, vous le savez, nous sommes en train de parler du développement de la République démocratique du Congo, surtout dans tout le secteur de la vie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'engagement de la jeunesse congolaise dans la marche, en tout cas vers le développement de la RDC. Est-ce la jeunesse congolaise s'est-elle engagée véritablement justement pour pouvoir accompagner ce pays dans cette marche? Surtout, principalement en ce qui concerne dans le domaine politique, quel est l'engagement de la jeunesse congolaise? Nous allons également établir, parler également de l'engagement de la jeunesse congolaise dans le domaine économique, comment la jeunesse congolaise est en train, en tout cas, d'accompagner le pays à travers ce grand secteur de la vie qui est le secteur économique, mais également, est-ce que la jeunesse congolaise sert-elle la République à travers, sous le drapeau, à travers son armée? Est-ce qu'en tout cas c'est possible? S'il y a de réticence, pourquoi ces réticences-là? Voilà le thème autour duquel nous allons tailler avec notre invité. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Héritier Ngashi, qui est un des communicateurs du regroupement politique AFDC et allié que dirige le sénateur Modeste Bati. Il est avec nous ici sur ce plateau. Justement, Monsieur Héritier, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur d'être récit sur ces plateaux. Un plateau qui reçoit le jeune, qui reçoit les technocrates pour donner leur point de vue, leurs opinions sur la bonne marche du pays, et j'en suis honoré. Très bien et bienvenue. La première des questions que nous pouvons vous poser, c'est que vous venez là, en tout cas, d'être reconnu officiellement un des communicateurs du grand regroupement politique qui est AFDC et allié, en tout cas par votre autorité morale, le sénateur Bati Lokobo. Qu'est-ce que ça vous a fait? D'abord, vos impressions, c'est quoi? D'abord, je suis très reconnaissant à l'endroit de l'autorité morale pour cette marque de considération envers ma personne. J'ai adhéré les partis politiques AFDC depuis quelques jours maintenant, et après j'étais reconnu comme cadre du parti, mais il fallait que j'aille les cutus du parti pour parler comme évangélisateur du parti vis-à-vis des tiers. Et j'ai été reçu la semaine dernière en audience par le sénateur, les camarades de Modeste Bati, le président du parti, qui m'a consacré officiellement qu'à partir de ce moment, je pouvais parler au nom du parti, je pouvais amener l'évangile du parti pour apporter cette bonne nouvelle. Et enfin, de conscientiser, de toucher la jeunesse pour que cette fois-ci se retrouve en moi, se reconnaisse dans le leadership de mon président, afin qu'il regagne et s'engage en politique de manière active. Et alors, donc, justement, pour moi, c'était de la considération de la part de l'autorité morale, et je le remercie, toute ma gratitude pour ces gestes de grandeur. Alors justement, les gratitudes sont arrivées, c'est vrai, vous le savez, Monsieur Héritier, c'est pas aussi facile, justement. Quelle est votre mission sur terrain? Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de passer un moment je dirais, très mouvementé en termes politiques, en termes de ce qu'il y a comme difficulté en termes sécuritaires au niveau de l'Est de la RDC, beaucoup de problèmes. Alors, votre mission principalement, c'est quoi? Convaincre le public, parler seulement pour votre parti, c'est quoi? Juste sur le terrain, c'est quoi? Et donc, lorsque vous vous engagez en politique, vous devez avoir des objectifs. On s'engage en politique pour corriger les hérésies, pour corriger les erreurs, pour corriger les problèmes qui se sont posés avec cruauté dans la société. Parce que les politiques sont comme des médecins. Non seulement ils sont là pour guérir, penser les plaies de la société, mais aussi pour anticiper les plaies à venir. C'est-à-dire nous sommes non seulement en train d'apporter des soins, mais aussi nous sommes dans l'anticipation. Nous ne sommes pas dans l'aspect curatif, mais nous sommes aussi dans l'aspect anticipatif. Et de ce point de vue, lorsque vous voulez réaliser un projet politique, vous devez avoir des hommes. Parce qu'un projet politique
passe à travers les hommes. Ce sont les hommes qui conçoivent les idées, qui les matérialisent, qui les sous-tendent. Et de ce point de vue, il faut être bien structuré. Faire un casting, avoir des hommes et des femmes de valeur, des hommes de compétences, des hommes d'intelligence, capables de porter votre projet politique pour améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. Et alors de ce justement, point de vue, parce que vous en parlez, ça fait montre qu'en tout cas vous êtes déjà prêt, justement, vous êtes prêt pour vous jeter à l'eau. Oui, c'est là, mais... Peut-être pour toucher, vous êtes, n'est-ce pas, de l'Union Sacrée? Bien sûr, je suis de l'Union Sacrée. Voilà, de l'Union Sacrée. On peut dire aujourd'hui que votre regroupement politique se porte mieux. Comment, le regroupement politique se porte mieux. Nous sommes structurés. Nous l'avons si bien dit, le président, l'autorité morale de mon parti politique, a été la première personnalité au sein de l'Union Sacrée et d'avoir reconnu son soutien sans condition pour l'élection du président de la République à sa candidature en 2023. Parce que nous avons, bien entendu, initié un certain nombre de réformes, un certain nombre de projets palpables pour améliorer les conditions de vie des Congolais, mais économiquement, il est impossible, en ayant 5 ans, de réaliser toutes les promesses. Ainsi, du point de vue économique, on estime pour avoir une stabilité, c'est tout au plus 15 ans. Et nous estimons qu'avec 10 ans, nous pouvons continuer ce que nous avons commencé aujourd'hui pour soulager la misère de ce peuple et pour l'amener, les sortir de gouffres dans lesquels nous l'avons trouvé. Alors vous, en tant que communicateur, vous confirmez votre position selon laquelle et que l'AFDC est derrière le président Tshisekedi et que vous allez le soutenir? Nous sommes derrière le président de la République parce que quand le président a lancé son appel de réunir les hommes et les femmes autour du projet de l'Union Sacrée, nous étions les premiers. Vous savez que le président de la République a consacré, a envoyé, a bien entendu demandé à l'autorité morale de mon parti politique, les camarades Modeste Bahati, de jouer l'office, bien entendu, de formateur de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale, pour nous donner cette majorité. C'était une mission qui était impeccable, qui a été réussie par le leadership, le management de l'autorité morale. Et après cela, nous devons tous nous réunir autour de ces projets communs, qui est l'Union Sacrée, parce que au sortir de la relation conflictogène qu'il y a eu entre les FCC de Joseph Kabila et la famille Polikash, présidée par notre président de la République, nous sommes dit qu'il fallait qu'on transcende ces moments pour qu'on voit la misère de ces peuples. Nous devons nous soucier de la misère dans laquelle nous avons trouvé ce peuple, dans des conditions exécrables, et de ce point de vue, nous devons mettre de côté nos positions partisanes et ne voir que l'intérêt du peuple congolais. Et nous avons estimé que le président de la République est l'homme qu'il faut pour redresser ces pays, et ainsi nous lui avons accordé notre soutien sans condition. Sans condition, mesdames et messieurs. En tout cas, si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes bel et bien sur Canal Congo Télévision à travers votre magazine que vous appréciez tant, Opinion Libre. Et nous sommes en train de recevoir aujourd'hui M. Héritier Ngashi, qui est un des communicateurs de l'AFDC, regroupement politique ici chez nous en République du Congo. Avec lui, nous sommes en train de parler, en tout cas, question de la jeunesse congolaise. Comme vous le savez, ça fait déjà 3 cycles électoraux, justement, où le pays, c'est presque déjà, je dirais même, que le pays s'est habitué ainsi à ce jeu démocratique à chaque 5 ans de pouvoir aller aux élections. En tout cas, nous allons demander aujourd'hui, Monsieur Héritier, c'est quoi votre lecture politique justement en ce qui concerne l'engagement de la jeunesse congolaise en politique aujourd'hui? Y a-t-il en tout cas de l'évolution justement à travers ces 3 cycles électoraux, ou bien c'est du surplace que les jeunes ont eu à faire? Merci beaucoup pour cette préoccupation. D'entre deux, il faut déjà dire que l'article 5 de notre Constitution consacre que la souveraineté appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement à travers les référendums ou les élections, ou indirectement à travers ses représentants. Et la linéa D de cet article dit qu'aucune fraction du peuple ou ni un individu peut s'en attribuer l'exercice à lui seul. Et donc, le pouvoir appartient au peuple. Et dans ce peuple, nous avons de jeunes et nous avons de vieux. Et d'ailleurs, d'après notre démographie, les jeunes constituent cette frange importante du peuple. Et de ce point de vue, le peuple doit s'engager, la jeunesse doit s'engager dans les décisions qui sous-tendent son propre destin. Et donc ça, c'était une base, une fondamentale du point de vue légal. Mais après, du point de vue de la matérialisation
de cette disposition, de cette philosophie de la Constitution qui voudrait que tout le peuple s'engage dans les processus politiques, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte à travers le représentant. Je constate que le jeune, depuis ces 3 cycles électoraux, ne s'est pas tellement engagé en politique compte tenu de l'environnement politique dans lequel il a évolué. Il y a beaucoup de choses que je peux étayer là-dessus. Mais quand même, vous êtes d'accord qu'il y a quand même les jeunes qui se sont engagés en politique. Évidemment, d'abord, il faut commencer par dire que la jeunesse, du point de vue démographique, c'est l'âge qui varie entre 15 à 50 ans. Mais la jeunesse, j'estime, c'est aussi un état d'esprit. C'est cet état d'esprit de cette rage de mieux faire les choses. C'est cette énergie, cette grinta, cette nouvelle impulsion. Mais malheureusement, nous avons de jeunes gens qui, du point de vue démographique, se trouvent dans cette tranche, mais dans leur manière d'agir, se comportent comme de vieux. La jeunesse, c'est la force, c'est la vigueur. La vieillesse, c'est la sagesse. Et de ce point de vue, moi, je pense que pour consolider, pour construire de nouvelles bases de notre société, il faut la mixture entre la sagesse et le courage, la force. Ainsi, moi, je rallie que les jeunes, quand même, qui se sont engagés dans la politique, se sont laissés beaucoup plus dominés, orientés par le vieux, que par leur propre intelligence, que par leur propre force. Tout dépend des mobiles, tout dépend des motivations pour lesquelles ces jeunes gens se sont engagés en politique. Beaucoup de jeunes gens se sont engagés en politique parce qu'ils ont considéré la politique comme un instrument d'ascension sociale et économique. De ce point de vue, lorsque vous vous engagez sur base des mauvais mobiles, il en va de soi que l'impact de votre agissement sur le plan politique soit médiocre. Les jeunes gens ne doivent pas s'engager en politique pour réaliser leurs problèmes personnels, pour s'acheter des villas, pour s'acheter des voitures, pour s'acheter je ne sais quoi. Les jeunes gens doivent s'engager en politique pour solutionner les problèmes qu'ils ont posés avec acuité. Au-delà de ça, il y a aussi la mauvaise foi qui nous a caractérisé la plupart parmi nos Congolais. Lorsqu'ils briguent des postes de responsabilité, au lieu de mettre ces pouvoirs au service du peuple, malheureusement, ils le mettent au profit de leur parti politique, au profit de leur famille biologique, allais-je dire, au profit de leur famille, et ainsi de suite. À qui la faute alors? La faute veut dire qu'ils n'ont pas trouvé une bonne orientation, justement, lorsque nous sommes dans une société en perte de vitesse et les modèles, il n'y en a pas trop. Et dans une société où vous n'avez pas de modèles, il en va de soi que les jeunes qui viennent après errent dans tous les sens. Soit perdus. Or, si nous avions des référentiels, beaucoup de référentiels, les jeunes devaient s'identifier à travers l'agissement de ces aînés pour bien entendu le suivre. Nous sommes dans un pays où les gens riches se sont enrichis en politique. Et les jeunes gens qui ont aussi envie de goûter au liqure se disent que les raccourcis pour atteindre leurs objectifs individuels, c'est s'engager en politique. C'est-à-dire, la plupart de nos aînés ne nous ont pas servi une bonne leçon, des modèles en termes d'engagement, en termes de dévotion, en termes d'abandon de sa propre personne au profit de l'intérêt général. Alors, voudriez-vous nous dire que depuis 2006, 2011, 2018, il n'y a pas eu de jeunes quand même qui ont pu émerger? Non, bien sûr qu'il y a eu de jeunes, même si c'est dans un contexte assez difficile, comme je l'ai dit, parce que, comme on le dit, l'homme, les fruits de la moule sociale dans laquelle il a évolué. La moule sociale impacte sur les comportements de l'individu, du citoyen. Mais il y a des jeunes qui ont émergé du point de vue de la science, du point de vue, bien entendu, comme élite politique, du point de vue même des sports. Maintenant, par exemple, nous pouvons parler de notre frère qui, le samedi dernier, a remporté un match mondial de boxe, un combat de boxe, qui lui, hier, était un Wewa. Un taximan de moto, il a quitté pour devenir receveur, mais comme il avait une vocation, comme il avait une détermination, comme il avait un destin, celui d'être boxeur, il ne s'est jamais détourné de ces options, de cette option, de ce destin, peu importe le chemin qu'il a trouvé, un chemin serpenté. C'est-à-dire, il faut que le jeune commence par prendre conscience de leur propre existence. Donc, cette victoire-là de Makabu Ilunga vous a fait du bien? Énormément dit bien, le Congo était suspendu ce jour-là à la victoire de cet homme. Je vis aucun fait politique, aucun fait économique qui a vu l'ascendance sur ces faits. Ça montre l'importance du sport, ça montre l'importance de jeunes gens qui excellent dans leur domaine, comment ils peuvent rapporter de la joie,
comment ils peuvent apporter l'épanouissement pour toute une nation. C'est le drapeau du Congo qui, à travers cette victoire, qui a flotté dans tout le monde. Donc c'est très important lorsque les jeunes s'engagent avec, un objectif clair et déterminé, ils peuvent aller plus loin. D'abord, ils doivent prendre conscience de leur propre existence. Pourquoi ils sont sur ce monde. Et deuxième de choses, ils doivent s'engager avec détermination pour des bons mobiles, pour des bonnes causes, et non des causes, bien entendu, ou des intérêts éphémères. La plupart des jeunes gens n'arrivent pas très loin dans leur exercice parce que tout simplement, ils s'accrochent sur des vanités, sur des choses de bas échelle qui, bien entendu, ne les ramènent pas très loin. Mais quand les gens sont focus, les jeunes sont focus, déterminés, résolument engagés dans leur objectif, les jeunes gens partent très loin et mon frère Makabou en est une illustration. Il n'y a pas que lui, même sur le secteur politique, nous avons des jeunes gens brillants qui font montre d'imagination, qui font montre des réflexions qui amènent bien entendu les pays vers le développement. Je vais citer mon frère Délici Sanga, qui lui, du point de vue de la production logistique, s'est illustré comme l'un des meilleurs élus que notre pays ait connu. Dans son actif, beaucoup de propositions de loi, mais il y a des vieux qui, malheureusement, n'ont pas pu faire comme lui. Donc si le jeune prolifique en termes de production parlementaire. Du point de vue légistique, très prolifique, par rapport à d'autres vies qui sont au Parlement, qui ne font que voter, qui sont pour, qui sont contre. Vous avez un jeune un modèle de l'engagement, un jeune modèle de la réflexion inéthique, mais aussi une élite politique. Alors, vous pouvez nous confirmer que aussi, dans votre regroupement politique AFDC, il y a beaucoup de jeunes. D'ici là, 2023, c'est déjà une autre grande bataille qui est en train de profiler à l'horizon. Vous pensez que, en tout cas, ils sont bien encadrés. Ce n'est pas aussi l'encadrement, le mauvais encadrement qui fait en sorte que les jeunes soient dans tous les sens. Est-ce qu'au niveau de votre regroupement politique, les jeunes sont bien orientés et que vous renouvelez la confiance et que d'ici là, 2023, les jeunes peuvent également exploser et devenir, pourquoi pas, députés nationaux, provinciaux et que sais-je encore? D'abord, il faut dire que les jeunes ont besoin de l'encadrement. Ils ont besoin de l'expertise des aînés. Ils ont besoin de l'expérience parce qu'ils sont entrés d'errer dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas beaucoup. Malheureusement, mais la chance que les aînés ne leur accordent pas quasiment. Non, ce qui est malheureux, il y a une sorte de fossé, une sorte de fissure entre une fissure générationnelle. Or, nous devions nous mettre autour d'une même table, le vieux, nous partageons leurs expériences et les jeunes leur apportons de l'énergie. Et donc, de ce point de vue, dans mon parti politique, j'ai estimé que nous avons trouvé un cadre d'épanouissement, un cadre de propulsion qui a permis aux jeunes, bien entendu, de s'exprimer librement, de réaliser leurs rêves autour des projets politiques avec l'autorité morale Modeste Bahati. Par exemple, il n'y a pas plus longtemps que hier, on a organisé des séminaires de formation pour des communicateurs. C'est-à-dire, nous savons que la bataille communicationnelle, c'est une grande bataille. Et quand nous sommes en train de nous rallier dans ce combat, nous devons être préparés avec des armes au prorata de cet enjeu. Et donc, de ce point de vue, il y a un encadrement consistant qui nous pousse à être suffisamment aguerris pour affronter n'importe quelle bataille. Alors justement, Monsieur Riti, je comprends que vous soutenez le fait que les jeunes soient engagés, justement dans le domaine politique, quelque chose de très important, mais ces jeunes ont besoin d'être éclairés, d'être encadrés justement pour pouvoir les amener plus loin et qu'ils parviennent à pouvoir donc à bout de leurs aspirations, de tout ce qu'ils ont en tout cas comme idée à mettre à profit justement pour le développement de la RDC. C'est très important et vous estimez également qu'ils ont cette énergie-là de bien faire, mais il leur faut aussi du temps, mais surtout la collaboration entre les jeunes et le vieux, parce que la vieillesse, c'est la sagesse, comme on venait de le dire, c'est qui est très très important. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de poursuivre avec votre émission Opinion Libre. Vous sentez que c'est chaud avec la jeunesse sur ce plateau. Monsieur le communicateur du regroupement politique AFDC du sénateur Bati Lukobo, qui est avec nous, et monsieur Ngashi. Revenons, parce que nous en parlons déjà, vous le savez, depuis 17 mai 1997, nous avons vu les jeunes également atterrir ici à Kinshasa, non seulement ici à Kinshasa, mais partout, à travers la RDC. Ils sont venus par, je dirais, nombreux, à pied, justement. Tout a commencé avec l'entrée de l'AFDL. Et aujourd'hui, plusieurs années après,
que vous inspire cette entrée révolutionnaire, nous pouvons ainsi le dire, de l'AFDEL ici chez nous en RDC, mais surtout que ce combat a été porté par la jeunesse? Écoutez, dans ces combats, j'estime que les jeunes ont été utilisés et dans une sorte, ils ont été manipulés, ils ont servi, bien entendu, des béliers et des boucliers aux intérêts politiques. Le 17 mai... Ils étaient manipulés inconsciemment. Inconsciemment. J'estime que les jeunes ont joué une part importante dans bien entendu l'avènement de l'AFDEL, mais aussi dans la satisfaction des intérêts politiques qui appartenaient aux États étrangers. Le 17 mai me rappelle beaucoup de choses. Pour moi, c'est un jour sombre, c'est un jour triste de l'histoire de notre pays. Comment ça? Et pourtant, ça a été porté par des jeunes qu'on appelait autrefois des cadeaux. Moi, je pense, à mon humble avis, le jour du 17 mai devait être radié comme un jour spécial. Pourquoi je l'ai dit? Nous étions dans un contexte de dictature, parce que les processus démocratiques que nous avons déclenchés vers les années 90, qui ont suivi avec des conférences nationales souveraines, un peu en Afrique. Ici, nous avons une conférence nationale souveraine qui n'a pas abouti. Les résolutions de la conférence nationale souveraine ont été sabotées, bafouées par les maréchals Mobutu. Et de ce point de vue, dans ces contextes, les gens ont estimé qu'il fallait recourir aux armes pour rétablir l'ordre démocratique. Et en 1997, nous avons assisté à ces coups d'État qui a mené, bien entendu, le maréchal Mobutu de prendre ses bagages et de s'enfuir au Maroc. L'AFDEL est venu pour libérer la République démocratique du Congo d'une dictature. Mais malheureusement, au lendemain de cette entre guillemets, révolution, nous avons assisté à une dictature qui n'a pas dit son nom. Le pays a été géré par les décrets loi constitutionnels 003 de 1997 portant organisation et fonctionnement du pouvoir politique en République démocratique du Congo. C'était un décret loi dictatorial. Mais quand même, ça fait fonctionner le pays pendant près de 2 ans, 3 ans, surtout du vivant. D'abord, il faut dire qu'un peuple qui sort de la dictature n'avait pas besoin qu'on congédie les activités des partis politiques. Parce que ces décrets de loi supprimaient bien entendu l'activité politique. Or, nous sommes dans un pays où le pluralisme économique, le pluralisme politique, le pluralisme syndical devait être consacré, garanti en tout temps et en toutes circonstances. Donc c'est l'un des faits qui fait en sorte que vous puissiez ne pas reconnaître cette date du 17 mai. Bien entendu, c'était une révolution sans révolution. Parce qu'il y a une révolution qui n'a pas mené une évolution. Les circonstances sont telles que, après 1997, le pays a encore régressé sur l'aspect de liberté publique, sur l'aspect de droits de l'homme. Lorsque vous recrutez des enfants dans l'armée, vous violez les droits humanitaires, vous violez les droits de l'homme, vous faites des crimes contre l'humanité, vous faites des crimes imprescriptibles. Parce que les enfants, leur place, c'est à l'école, ce n'est pas au sein de l'armée. C'est-à-dire, l'AFDEL a commencé à commettre, dans ses premières heures, les infractions répréhensibles de droit commun, mais des infractions aussi des hauts crimes contre l'humanité. Ça, c'est de un. De deux, les libertés fondamentales des citoyens ont été bafouées, mais aussi la vie publique, la vie politique a été mise en veilleuse à cause du pouvoir de l'AFDEL. Mais après le décès de Mosé Laurent Désiré Kabila, moi ce que je note, je salue dans lui, c'était son sens patriotique. Il était patriote. En peu de temps, Mosé Laurent Désiré Kabila a pu nous donner les services nationaux qui étaient une sorte de grenier agricole qui a permis de faire nourrir les Congolais dans cette époque-là. Le service national d'ailleurs qui est en train de renaître de qui est en train de renaître après que le pouvoir de l'AFDEL, dans son continuation, ait détruit ces services nationaux. Il a fallu que notre pouvoir, avec là, vous faites allusion à qui? Bien entendu, à Joseph Kabila. Un jeune... Au régime kabiliste. Oui, un jeune Joseph Kabila, ça c'est de un, et de deux, fils de Mosé Laurent Désiré Kabila, qui était censé pérenniser la vision de son père. Mais malheureusement, il est allé à côté de la plaque. Le service national a été détruit. Nous avons assisté au pillage systémique de nos richesses, notamment nos richesses minières. Nous avons assisté, bien entendu, à la privatisation en cascade des entreprises publiques où les hommes sont devenus extrêmement riches au détriment de l'État qui s'est appauvri. Nous avons vu des gens qui sont venus ici
avec des bottes en caoutchouc, mais qui, après 10 ans, après 20 ans, se sont illustrés comme des richissimes dans ces pays. En l'entretemps, les Congolais a continué à couper dans la misère, l'économie a continué à rester en berne. Ça montre que l'action politique de l'AFDEL a eu un impact beaucoup plus négatif que positif sur les citoyens congolais. Ainsi, ce jour représente pour moi un jour sombre, un jour triste de notre histoire politique. Un jour sombre, un jour triste, comme vous venez de le dire. Ah oui, hein, en tout cas, c'est votre analyse, justement. Oui. Et, mais ça fait plus de 20 années, hein, depuis l'entrée de l'AFDEL. La partie Est, la RDC, continue toujours à être sous l'insécurité. Et pourtant, l'armée fait l'appel à la jeunesse de pouvoir intégrer l'armée nationale, mais les jeunes sont réticents aujourd'hui de pouvoir entrer, hein, de pouvoir faire leur entrée dans l'armée nationale. Pourquoi cette réticence? La réticence est liée à beaucoup de choses. La première des choses, c'est que... Même deux seulement. Deux seulement. La première des choses, c'est que avant que les jeunes servent le drapeau avec fidélité, avec abnégation et loyauté, ils doivent se servir des exemples de leurs aînés. Lorsque les jeunes voient qu'un homme qui n'avait qu'un vélo entre en politique et devient milliardaire, et vous demandez à ces jeunes d'aller servir les drapeaux dans des conditions inhumaines, il n'ira pas. Si les autorités de notre pays à l'époque avaient montré bel exemple aux jeunes, les jeunes se seraient dévoués pour l'armée. Mais du moment où les autorités n'ont pas montré les chemins, n'ont pas été une élite politique tournée vers le bien-être des Congolais, les jeunes aussi ont été, bien entendu, inféodés, infiltrés. Ils ont été, bien entendu, ils ont quitté les terrains de l'engagement politique, les terrains de l'engagement civique pour se retrouver aussi dans les qui sauvent, se retrouver dans l'intérêt, dans l'ego. Privilégier l'intérêt individuel qui servir la nation. Donc, le premier élément, c'est que les aînés n'ont pas montré le chemin de l'engagement. La plupart des aînés n'ont pas montré le chemin de l'engagement. Ainsi, de ce point de vue, les jeunes gens ne se sont pas décidés de s'enrôler dans l'armée. Deuxième chose, ce sont des conditions. Le travail de l'armée est un travail très dur, c'est un travail pénible, c'est un dévouement de haute facture qui exige au préalable que ces gens qui servent le drapeau soient dans des conditions qui leur permettent d'être à l'aise. À l'époque, les jeunes touchaient 100 $, qui représentaient à l'époque 160 000, 92 000 francs. Par la suite, 160 000 francs, ça ne représentait... La dévaluation de la monnaie. La dévaluation de la monnaie, même dans l'époque, avec 100 $, vous ne pouvez pas nouer les bouts de bois. Vous avez de jeunes... Donc il n'y a pas un intérêt. Les jeunes ne trouvent pas de l'intérêt de pouvoir aller, de servir le pays sous le drapeau. L'armée, servir le Congo sous les drapeaux n'est pas un service attractif. Ce n'est pas un service qui attire autant de jeunes à cause des conditions de vie. Mais vous pensez qu'un jour ça pourrait être aussi attractif? La première des choses, si jamais l'armée sera assez... La première des choses, il faut organiser la société. Il faut éviter cette inégalité criante qui existe entre, d'une part, les politiques et les autres services de la nation. La répartition de la richesse nationale est inéquitable. Vous pouvez vous imaginer un député qui touche 12 000 $ et l'homme qui sert les drapeaux, qui prend des risques au péril de sa vie en brousse et touche à peine 200 $. C'est inhumain. Regardez cet écart, c'est tellement criant. Ce fossé est tellement criant. Et de ce point de vue, les jeunes aura tendance à aller en politique où il pourrait gagner sa vie plus rapidement et plus aisément qu'aller servir les drapeaux. Alors justement, en tant que jeune, aujourd'hui, le pays continue toujours à être encore, en tout cas, menacé. Vous avez quand même un conseil particulier ou bien un appel particulier de pouvoir lancer vers ces jeunes qu'ils puissent quand même aider le pays pendant cette période de critique, parce que c'est très compliqué. Nous risquons que une partie de notre pays parte comme ça. Pourquoi? Parce que les fils du pays ne veulent pas servir. D'autant plus que le Congo, les conditions sont difficiles. Vous savez que le pays est une construction politique, économique, sociologique. Le pays est un bien qui peut disparaître si on ne le conserve pas bien.
c'est un bien qui peut disparaître s'il n'est pas bien conservé. De ce point de vue, les jeunes doivent être résolus à défendre leur État, leur pays en tout temps et en toutes circonstances. Même si les conditions au sein de l'armée ne sont pas attractives, c'est un élément de justifier cette réticence de la jeunesse, mais ce n'est pas un critère fondamental pour que le jeune n'intègre pas l'armée pour défendre leur pays. Vous savez qu'en temps de crise, en temps de guerre, on peut enrôler de manière obligatoire les jeunes dans l'armée. Et c'est ce que vous souhaitez maintenant? En temps de crise, si on réorganise les services de sécurité, si nous débarrassons des infiltrés qui sont au sein de nos services, les jeunes pourront servir le pays sous les drapeaux avec abnégation et détermination. Justement, Monsieur Héritier Ngachi, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. La télé, c'est le temps. Également, il y a beaucoup de choses, beaucoup de matières à débattre, mais je pense que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière. Je suis très honoré de votre invitation. J'ai aimé la qualité de vos questions et je suis dispo à tout moment. N'hésitez pas à m'appeler, je reviendrai pour réfléchir autour des questions brillantes de notre pays avec la jeunesse. Merci beaucoup de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci, disons merci à Olivier Lungongo qui était derrière la caméra, mais également l'émission est réalisée aujourd'hui par l'ingénieur Kabongo. Nous sommes très heureux, en tout cas, de votre participation, concours à la production de cette émission. Nous sommes très heureux. Continuez encore à nous suivre à travers notre chaîne YouTube CCTV, Ralik officiel, Opinion Libre. En tout cas, nous sommes là. Mais également, vous voulez bien nous contacter. Vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Nous sommes ensemble et nous serons toujours à votre service. Pour le moment, nous vous souhaitons très très bon ce programme en compagnie de votre chaîne.